Donc, toujours dans les activités liées au cycle d'exploitation, après avoir vu les achats et ventes de biens, nous allons parler des services. Donc, commençons par définir un petit peu, définissons les éléments caractéristiques des services. Si on prend en économie, le service, c'est une prestation de service qui consiste en la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Une fois qu'on a cette définition, il faut essayer d'en distinguer un petit peu les éléments caractéristiques. Première chose, c'est quelque chose qui est immatériel. Ça veut dire quoi, immatériel? Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher. D'autre part, la particularité du service par rapport au bien, c'est que sa consommation, elle est immédiate. À partir du moment où vous utilisez le service, il est consommé immédiatement. Si vous achetez un bien, vous achetez un stylo, vous achetez de la farine, tant que vous ne l'utilisez pas, il ne se consomme pas. Le service, à partir du moment où vous l'utilisez, il se consomme. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites couper les cheveux, vous le consommez au fur et à mesure où vous faites couper les cheveux. Voyons donc l'écriture comptable dans le cas de vente de service. Alors, dans le cas de vente de service, une vente conduit à la naissance d'une richesse, donc à un produit. Et donc la comptabilisation se fait à l'achèvement du service, c'est-à-dire en fait à la date de la facturation. Lorsqu'on a fini le service, généralement on vous facture. En fait, il n'y a pas de différence par rapport à ce qu'on a vu sur les biens, c'est-à-dire que l'écriture comptable de vente de service est équivalente à l'écriture comptable de vente de biens. À la question, c'est quel compte on va utiliser pour ces services. Je vous invite à revoir la vidéo 4.3 sur les écritures comptables, où on avait vu différents services. En particulier, on a vu le compte 704 travaux, qui est pour tout ce qui est BTP, où je fabrique une maison et donc je fais et du service et du bien, et on va utiliser le compte 704 travaux. Le compte 705 études, lorsqu'on réalise un travail intellectuel et qu'on rend un document, grosso modo. 706 prestations de service où je rends un service et il n'y a pas d'enrichissement, on va dire, intellectuel, on va dire ça comme ça. Et puis on a une catégorie divers dans laquelle on peut aussi mettre quelques produits liés au service. Pour l'achat de service, on part de la définition. Donc un achat va conduire à la consommation d'une ressource, donc à une charge. Et donc, comme précédemment, on va comptabiliser à l'achèvement du service, c'est-à-dire à la date de la facturation. L'écriture comptable d'achat d'un service correspond en fait à l'écriture comptable d'achat d'un bien. On va retrouver les mêmes comptes. Après, la question qui se pose, c'est quel compte de charge est-ce qu'on va utiliser? En fait, il y en a deux grandes catégories. Il y a les comptes 610 et les comptes 620. Les comptes 610, c'est les services extérieurs. C'est tout ce qui est lié aux investissements, qui est lié à du long terme. Donc on va les lister rapidement, vous reprendrez du temps pour regarder un petit peu et pour vous aider à trouver les bons comptes. Le compte 611, sous-traitant général, c'est lorsque j'ai une autre entreprise qui réalise une partie de mon activité. C'est-à-dire que je sous-traite une partie de mon activité à une autre entreprise. 612, redevance de crédit bail. Si j'ai un contrat de location avec option d'achat, ça s'appelle aussi un contrat de location financement ou contrat de crédit bail. Donc le loyer que je paye par exemple dans le cas d'un contrat d'acquisition, enfin de location avec acquisition pour un véhicule, le loyer s'enregistre en redevance de crédit bail. Si j'ai un contrat à location classique, je vais plutôt mettre ça dans le compte 613, location, quel que soit type de bien. Ça marche aussi bien pour du matériel que pour un immeuble. Lié à cette location sur des logements, des bâtiments, on va avoir ce qu'on appelle le loyer hors charge et on va avoir les charges locatives. C'est en complément du loyer hors charge, ça peut comprendre l'eau, le chauffage, l'entretien du bâtiment. On va donc distinguer en termes de comptabilisation d'une partie le loyer hors charge qui va aller en 613 location et d'autre part les charges locatives qui va aller dans le compte 614. Le compte 615, entretien réparation, ça concerne toutes les dépenses qui permettent de garder les immobilisations d'entreprise en état de fonctionnement normal. Dès que je répare, que je rénove, sans modifier à proprement parler mes immobilisations, ce sera le compte 615, entretien réparation. 616, prime d'assurance, je paye à ma compagnie d'assurance des primes, ça sera dans ce compte 616. Le compte 617, études et recherches. C'est lorsque j'achète, je paye des études à un organisme extérieur et que les résultats de ces études vont avoir une incidence sur le long terme. On a vu du 604, où le 604, c'est des études réalisées qui ont une durée de validité inférieure à l'année, qui comprend le métier, le cœur de métier de l'entreprise. Sur le compte 617, ça va être plus un aspect étude stratégique qui va engager la vie à long terme.
Il nous reste un compte, le compte 618. C'est un peu un compte fourre-tout, c'est un compte divers. Donc on a quelques éléments, mais on peut l'agrémenter de particularités, enfin de comptes plus précis pour mettre des éléments qu'on n'a pas réussi à mettre dans les autres catégories. Les comptes 620, c'est les autres services extérieurs. Alors, comment distinguer les comptes 610 et les comptes 620? On a dit que les comptes 610 étaient liés à du long terme. Les comptes 620, c'est lié à l'activité de l'entreprise. Donc, c'est plutôt du court terme. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Compte 621, personnel extérieur à l'entreprise. C'est lorsque je fais appel à des sous-traitants, c'est-à-dire que j'ai du personnel qui travaille dans l'entreprise, pour l'entreprise, mais qui est en fait en contrat avec une autre entreprise. Donc ça peut être du prêt de personnel, comme ça peut être du travail intérimaire, un contrat avec la société d'intérim. Le compte 622, on reste dans cette notion de rémunération, c'est rémunération d'intermédiaires et d'honoraires. Vous avez tous les professionnels libéraux qui facturent sous forme de notes d'honoraires. Donc on a une facture avec de la TVA. On va mettre ça dans ce compte 622 où en fait je rémunère des personnes qui travaillent sous statut de profession libérale. Compte 623, c'est publicité. Toutes les dépenses que je peux faire à des fins de publicité dans l'entreprise, je vais le mettre dans ce compte-là. 624, transport de biens et de personnes. Ça va être du transport souvent de biens, c'est-à-dire qu'il y a des frais de transport. Ça peut être du transport de personnes, dans le sens où j'ai une mission particulière et je vais payer un déplacement de personnes pour une activité spécifique. À ne pas confondre avec le compte 625, déplacement mission. J'ai mes salariés qui, dans le cadre de leur travail, doivent aller travailler sur un lieu défini, extérieur à l'entreprise. Il va falloir que je leur rembourse les frais engagés pendant ce temps de travail à l'extérieur de l'entreprise. On va mettre ça dans ce compte-là, 625. De la même façon, si j'accueille du personnel extérieur et que je fais des réceptions, je mettrai ça aussi dans ce compte 625, déplacement mission. 626, frais PTT. Frais poste et télécommunications. Donc tout ce qui est affranchissement de courrier, de colis, tout ce qui est frais de téléphone, internet, ce sera dans le compte 626. 627, services bancaires assimilés. Tous les frais qui sont prélevés par secteur bancaire par votre banque. Des frais d'opposition, des frais de gestion de compte, des frais d'opération, tout ça, ça va être dans le compte 627, services bancaires assimilés. Et puis comme dans le compte 610, on a un compte un petit peu fourre-tout, le compte 628 divers. Voilà. Donc, à l'occasion, vous reprendrez un petit peu, vous regarderez pour savoir dans quel compte mettre, et puis au fur et à mesure, vous allez identifier de plus en plus facilement. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que lorsque vous avez un service, vous posez la question, est-ce que déjà c'est du 610, est-ce que c'est du 620? Et puis après, vous irez chercher le bon numéro de compte à 3 chiffres. Parlons d'un élément particulier qui est la TVA sur les encaissements. En fait, c'est un régime de TVA qui est spécifique au service. Donc, vous allez peut-être l'aborder dans le compte de fiscalité, le module 1204. Mais ça semblait important de le voir ici parce que ça engendre des écritures comptables légèrement différentes de ce qu'on a vu précédemment. Dans le cas d'un service, on a une différence entre le fait générateur et l'exigibilité. Le fait générateur, c'est la livraison. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a livraison, ça veut dire qu'il y aura TVA. Mais la TVA, elle devra être payée à partir du moment où elle deviendra exigible. Dans le cas d'un bien, on a le fait générateur et l'exigibilité qui apparaissent au même moment, c'est la facture. Pour les services, on a le fait générateur, c'est la livraison du bien, et le paiement, c'est l'exigibilité de la TVA. Pardon. Oui. Et le paiement rend exigible la TVA. Et donc parfois, lorsqu'on a la facture, la réalisation du service, et le paiement à deux dates différentes, et bien on a décalage entre le fait générateur et l'exigibilité. Et donc si l'entreprise fait que des services, elle est soumise à la TVA sur les encaissements. Sauf si elle opte pour la TVA sur les débits, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est le régime de TVA qu'on a vu ensemble depuis le début. Donc on va mettre de côté, on va faire que la TVA sur les encaissements. On va faire un petit schéma pour voir ce que ça donne. J'achète, donc si j'achète, on a dit, on a un flux réel entrant, donc pour la valeur hors taxe. Et donc en contrepartie, moi j'ai un flux dette TTC. Lorsqu'on est sur un service, je n'ai pas de TVA déductible à cette date-là. J'ai ce qu'on appelle une TVA générée. Alors c'est pas comme ça qu'on l'appelle vraiment, mais c'est-à-dire que la TVA elle est générée, mais elle n'est pas exigible. Donc elle ne peut pas être déductible. Donc ici, c'est ce qu'on appelle de la TVA générée et on va mettre ça dans un compte temporaire. La deuxième étape, c'est lorsque je paye.
Donc on reste là, quand ce que je paye, donc moi je paye le TTC. Sur ma facture, il y avait quand même de la TVA. En contrepartie, j'annule donc ma dette en mon fournisseur. Mais on avait la TVA générée qui n'est plus générée puisque le paiement entraîne l'exigibilité. Donc la TVA n'est plus générée, elle devient exigible. Donc on annule la TVA générée et on a maintenant, comme on a vu précédemment, de la TVA déductible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un paiement, on a le flux monétaire sortant, la TVA qui était générée par le fait générateur devient également exigible par la date, par le paiement. Alors en termes de schéma d'écriture comptable, ça rajoute une étape. Donc voici l'enregistrement d'une facture. Donc cette fois-ci, j'ai toujours mon achat de marchandises, 607, mon fournisseur. Et ici, attention, je n'ai pas de TVA déductible. Elle n'est pas déductible tant que je n'ai pas payé. Donc j'utilise un compte de TVA régularisé. Tant qu'il n'y a pas de paiement, j'ai mis ça dans un compte de TVA régularisé. Je sais que je vais devoir payer la TVA. Enfin, je vais devoir la payer et qu'on va devoir me la déduire. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas payée, donc je ne vais pas pouvoir la déduire non plus. Par contre, cette fois-ci, non pas à la date de la facture, mais à la date du paiement. Donc je paye 512 banques toujours pour la valeur TTC. J'annule ma dette. Et donc cette fois-ci, je vais constater une TVA déductible, donc à la date de paiement, et je vais annuler. Donc j'avais débité, cette fois-ci je crédite 44,58 état TVA régularisé. Donc dans cette deuxième écriture, en fait, j'annule la TVA régularisée et je constate ma TVA déductible sur biens et services. Attention, ça ce n'est valable que si mon fournisseur n'a pas opté pour la TVA sur les débits. Et cette information-là, en fait, on va la retrouver sur les factures. Donc en fonction des indications qu'il y a sur la facture, on va passer soit à l'écriture comme on a vu jusqu'à maintenant, de TVA sur les débits, soit s'il n'y a pas d'indication sur notre fournisseur, s'il fournit des services, on sera en TVA sur les encaissements. Voici un exercice corrigé. Donc même principe que d'habitude, vous prenez en note l'énoncé, vous essayez de le faire, vous faites pause sur la vidéo et après vous corrigez avec la diapo d'après. Donc le 10 avril, on établit une facture G56 concernant la réalisation d'un site internet pour notre client, pour un montant TTC de 1 500 €. Nous n'avons pas opté pour la TVA sur les débits. Le 15 avril, on nous paye la facture par chèque bancaire 789. Donc même si j'ai une TVA sur les encaissements, lorsque je fais ma facture, j'indique bien le montant net à payer TTC. J'indique bien le montant de la TVA. C'est juste sur le schéma d'écriture que ça change, ça ne change pas la facturation. Donc voici le schéma d'écriture. Donc à la date de la facture, au 10 avril, je vais constater une vente de service, prestation de service pour la valeur hors taxe. Je vais constater une dette de mon client pour la valeur TTC et je vais constater de la TVA. Cette TVA n'est pas collectée parce qu'il n'y a pas de paiement, elle est en régularisé. Donc je n'ai pas le compte 44,57, j'ai le compte 44,58. À la date du paiement, mon client me paye le 15 avril, donc j'ai un flux entrant monétaire banque pour 1500. J'annule la dette du client pour 1500. Et je vais annuler ma TVA qui est à régulariser et constater la nouvelle TVA qui est la TVA collectée de 250. Voilà. Donc dans cette vidéo, nous avons donc parlé des services extérieurs et des autres charges externes. Nous avons vu ensemble les différents comptes à utiliser, le schéma de comptabilisation et la particularité de la TVA sur les encaissements pour les services. Bon courage!